En mars 2009, la Cour du Manitoba, au Canada, doit statuer sur le cas de Vincent Lee, un immigré chinois de 41 ans. Elle va décider s'il est déclaré responsable des actes dont il est accusé, ou bien irresponsable pour des raisons psychiatriques. Le Canada tout entier attend le verdict avec fébrilité, car l'homme est accusé du pire. L'année précédente, il a tué un jeune homme à bord d'un autocar, et il s'est livré à des actes de barbarie innommables devant des dizaines de témoins horrifiés. Ça, c'est un avant-goût de l'histoire dont on va parler aujourd'hui. C'est une histoire dont j'ai entendu parler à l'époque et qui m'avait traumatisée. Donc j'étais sûre qu'un jour ou l'autre, j'allais vous en parler sur la chaîne. Eh bien, ce jour est venu. Moi, c'est Nelly. Ici, je poste des vidéos True Crime à raison de 2 par mois. Je les poste en général le dimanche. Je traite en général d'affaires anglo-saxonnes, souvent axées sur les cultures alternatives ou même parfois sur la musique. Et puis d'autres fois, comme aujourd'hui, ce sont des affaires criminelles traditionnelles. Si ce programme vous plaît, je vous propose de vous abonner et pourquoi pas de me lâcher le pouce en l'air si vous êtes convaincu par avance. Et là, c'est le moment où je vous fais le disclaimer habituel, sauf qu'aujourd'hui, je vais devoir insister lourdement. C'est une des affaires les plus difficiles qu'il m'ait été donné de traiter. Certains actes dont je vais faire mention sont particulièrement difficiles à entendre. Si vous n'avez pas le cœur hyper bien accroché ou que ce ne sont pas des choses que vous avez envie d'entendre, tout simplement, je vous propose d'aller regarder autre chose sur YouTube ou ailleurs. Les autres, par contre, vous pouvez rester, me suivre, parce que juste après le générique, on attaque l'affaire. Timothy McLean Jr., dit Tim McLean, est né le 3 octobre 1985 à Winnipeg, dans la région du Manitoba, au Canada. Il a grandi dans le petit village d'Ely, à l'ouest de Winnipeg. C'est le genre d'endroit rural qui peut vite s'avérer monotone pour les jeunes, et la personnalité dynamique et extravertie de Timothy va être d'autant plus appréciée par ses amis, car avec lui on ne s'ennuie jamais. Il n'est pas du tout timide, il adore rencontrer des gens et voyager. Alors, lorsqu'une amie lui propose de travailler en tant que barker dans une fête foraine de Winnipeg, c'est logiquement qu'il va accepter. Un barker a pour rôle d'annoncer les différentes attractions en criant et d'en faire la promotion auprès des visiteurs du parc. Ce qui devait être au départ qu'un petit boulot de vacances va se transformer en passion et Tim va se retrouver à voyager de ville en ville au travers du pays avec les autres employés de la fête foraine. Ils sont comme une grande famille travaillant et faisant la fête ensemble en permanence. Ce trublion qui ne tient pas en place a trouvé le mode de vie idéal. N'ayant pas beaucoup d'argent, son mode de transport préféré, c'est l'autocar, plus particulièrement ceux de la compagnie Greyhound, qui ne sont pas chers et réputés pour avoir en général une bonne ambiance, parce que c'est surtout des jeunes qui les empruntent. À la fin du mois de juillet de l'année 2008, Tim est en train de travailler sur une fête foraine de la ville d'Edmonton qui s'apprête à clôturer. Il a 1 semaine de repos entre 2 contrats et plutôt que d'enchaîner directement sur son prochain contrat, il préfère retourner chez lui à Winnipeg pour voir sa famille. Ses amis vont lui proposer de lui payer un billet d'avion pour rentrer chez lui, mais Tim va décliner, préférant prendre le car comme il en a l'habitude. Il ne sait alors pas que cette décision va lui être fatale. Tim monte dans le car 1170 de la compagnie Greyhound le 30 juillet 2008 à Edmonton, aux alentours de minuit. Il choisit de s'asseoir seul au fond du bus, sur l'avant-dernière rangée, du côté de la fenêtre. Tim est épuisé parce qu'il travaille dur, mais aussi il a fait la fête la veille. 24 heures de voyage sur l'autoroute Trans-Canada l'attendent avant d'arriver chez lui à Winnipeg. Alors il décide de dormir un peu. Il sort son casque audio qu'il met sur ses oreilles, commence à écouter de la musique et à dormir par intervalles. À 18h55, l'autocar 1170 fait un arrêt dans la petite ville d'Erickson, dans le Manitoba. Plusieurs nouveaux passagers montent à bord, dont un immigré chinois de 40 ans, un certain Vincent Wengwang Lee. Cet homme qu'on appellera Vince est très grand, il a le crâne rasé, porte des vêtements noirs ainsi que des lunettes de soleil.
Il a 3 bagages avec lui, dont un sac à dos. Il s'installe à l'avant du car. Vers 20h, le véhicule marque un arrêt dans une aire de repos et Vince va descendre fumer une cigarette. Lorsqu'il réembarque, il ne reprend pas sa place originale à l'avant du car. Il préfère avancer vers le fond du véhicule, longeant l'allée entre les sièges. Lorsqu'il remonte l'allée centrale, il dévisage absolument tout le monde. Tim est à moitié endormi, mais il a quand même le temps de voir l'homme à sa hauteur et il va lui adresser un mot amical du style « What's up ?» comment ça va? Puis il se rendort, appuyé contre la fenêtre, le casque audio sur les oreilles. Le nouveau passager s'installe alors à ses côtés. Jusque-là, personne n'avait remarqué quoi que ce soit d'étrange ou d'inquiétant dans l'attitude de Vince Lee. Mais peu de temps après qu'il se soit assis à côté de Tim, un passager va remarquer que l'homme commence à s'agiter et à marmonner ce qui ressemble à un chant ou à des incantations en chinois. Ce témoin rapporte avoir senti quelque chose d'anormal chez Lee. Il trouvait son attitude hyper bizarre, la manière qu'il avait de garder systématiquement en main une bouteille de thé glacé et dans l'autre main un rouleau de papier toilette. Il ne s'en défaisait pas, même pour boire son thé glacé, il calait le rouleau de papier toilette sous son menton. Il voulait vraiment pas le lâcher. Et le témoin trouvait ça hyper bizarre. Il explique ne pas avoir osé dire quoi que ce soit par peur que l'homme ne s'en prenne à sa femme qui était à côté de lui. Il avait senti que quelque chose allait se passer, mais il ne pouvait pas deviner la gravité de ce qui se nouait en cet instant. À ce moment, il fait nuit, tout est très sombre dans l'autocar, éclairé seulement par l'écran de télé qui diffuse le film Le Masque de Zorro. Et les gens sont tous plus ou moins en train de dormir parce qu'ils sont très fatigués, le trajet est vraiment super long. Tout à coup, Vince Lee sort du sac à dos posé sur ses genoux un grand couteau de chasse et va se mettre à poignarder violemment Tim, endormi à côté de lui, dans le cou. La victime se réveille brutalement et se met à hurler, cherchant à se défendre. Mais Vince Lee continue de le poignarder à de multiples reprises. L'assaillant n'est pas habité par la rage, il est calme et méthodique, agissant comme un robot. Au bout de quelques minutes, alors qu'il a déjà été poignardé une 60aine de fois, Tim va basculer dans l'allée centrale après avoir cherché à grimper sur Lee pour se défendre. Les deux se retrouvent alors au sol, Vince sur sa victime, en train de continuer de le poignarder. Les autres passagers réalisent l'horreur de ce qui est en train de se passer. Ils paniquent, se précipitent à l'avant du car et supplient le conducteur de s'arrêter. Il finit par freiner brutalement, arrêtant le véhicule. Les passagers se précipitent alors à l'extérieur du car en utilisant la sortie avant. Ce serait à ce moment que Tim aurait rendu son dernier souffle. L'endroit où le car s'est arrêté se situe à 29 km à l'ouest de la ville de Portage-la-Prairie, à seulement 1 heure de route de la destination de Tim, Winnipeg. Sur les 24 heures de route, il ne lui restait qu'1 heure avant de retrouver les siens. Chris Alguire, un routier, passe avec son camion aux abords du bus et remarque que tous les passagers sont à l'extérieur avec un air horrifié. Il décide alors de s'arrêter pour leur porter secours. On lui explique que quelqu'un est en train de se faire poignarder à mort à l'intérieur du car. Dans un élan de courage, Chris, avec un passager ainsi que le chauffeur du car, décide de monter à l'intérieur du car afin de tenter d'arrêter l'assaillant. Malheureusement, Tim est déjà mort. C'est alors que les 3 hommes vont assister, médusés, à une scène d'horreur inqualifiable. L'assassin s'agenouille près de sa victime, et lorsqu'il se relève quelques instants plus tard, il a dans une main son couteau ensanglanté, et dans l'autre, la tête de sa victime. Le meurtrier va rester quelques instants comme ça, les regardant, leur montrant ce qu'il a dans la main, puis il va tout à coup lâcher la tête qui va tomber par terre. Et là, il va commencer à se précipiter sur les 3 hommes. Mais seulement armés de barres de fer, les 3 hommes préfèrent sortir précipitamment du car, barricadant les portes derrière eux. Mais alors que celles-ci se referment, Vince Lee arrive à passer un bras, celui qui tient le couteau ensanglanté, au travers des portes, et se met à poignarder dans le vent comme ça, dans les airs avec son couteau, un peu comme dans un film d'horreur. Vous avez les 2 battants comme ça, avec le bras qui sort et qui fait comme ça. Je pense que vous voyez. Une fois qu'il est bloqué seul à l'intérieur du car, Vince Lee se met à aller et venir dans l'allée centrale en exhibant son trophée macabre.
Puis il va retourner sur le corps de sa victime afin d'escalader encore un petit peu plus dans l'immonde, si c'est encore possible. Il a ouvert le corps de sa victime et a répandu les entrailles un petit peu partout en les jetant sur les fenêtres. Le forcené a alors entrepris de se saisir des yeux et du cœur de sa victime pour les manger. Il a également découpé la langue, le nez et les oreilles. À ce stade, c'est à se demander s'il ne faisait pas tout ça dans l'unique but de choquer tous les autres passagers du car qui voyaient tout depuis l'extérieur au travers des fenêtres du car. Un peu comme pour se venger de ne pas pouvoir s'attaquer à eux. Car il a eu des attitudes très provocatrices, un peu comme s'il était en représentation, fixant par exemple certaines personnes dans les yeux tout en se léchant les doigts pleins du sang de sa victime. Les 30 passagers sont médusés et impuissants. Certains hurlent, pleurent, d'autres vomissent. Et des ados essayent de tout filmer avec leur téléphone. La police et les secours arrivent sur les lieux aux alentours de 21h. Ils entreprennent de raisonner le criminel, mais celui-ci est fermé à toute négociation. Il déclarera « Je dois rester dans ce bus pour toujours » et continuera de disséquer sa victime pendant des heures. À 1h30 du matin, Vince Lee tente de s'échapper en brisant une fenêtre du car et en sautant au travers. Mais il est intercepté par la police. Il sera resté plus de 4 heures à l'intérieur du véhicule, libre de faire ce qu'il voulait avec le corps de Timothy. Il sera reproché à la police d'avoir laissé faire, de ne pas être intervenu pour l'extraire en force du car afin de mettre fin à ce carnage. Mais ils expliquent que ça aurait été risqué et qu'il aurait fallu l'abattre au risque qu'il s'en prenne à d'autres victimes bien vivantes celles-ci. Lorsqu'il est interpellé, la police va trouver dans les poches de Vincent Lee le nez, la langue et les oreilles de Tim McLean. Dans ces affaires, la police retrouvera des petits sachets en plastique similaires à ceux utilisés pour conserver les aliments. On apprendra qu'ils étaient destinés à recevoir les organes de la victime. Lee comptait en effet les emporter avec lui pour les manger ou faire on ne sait quoi d'autre. À 3h30 du matin, le 31 juillet 2008, le bus 1170 arrive enfin à sa destination finale, Winnipeg. Les survivants peuvent enfin retrouver leurs proches. Le lendemain, Carol, la mère de Tim, entend à la radio qu'un meurtre atroce a eu lieu à bord d'un car Greyhound qui effectuait le même trajet que son fils. Elle ne s'inquiète pas parce qu'elle pense que Tim est déjà arrivé à Winnipeg depuis la veille. Lors du repas qu'elle prépare pour les seniors dont elle s'occupe dans le cadre de son travail, elle décide de faire une prière pour la famille du jeune homme assassiné. Un peu plus tard, un coup de fil de son ex-mari lui apprendra qu'il s'agit bien de son propre fils. Vince Lee est arrivé de Chine au Canada en 2001 alors qu'il avait 33 ans. Il s'installe à Winnipeg avec sa femme et a un temps effectué des petits travaux pour l'église de son quartier. Car il venait à cette époque de se faire baptiser et s'était converti au christianisme. Il est diplômé en informatique et exerçait dans ce domaine dans son pays d'origine. Mais au Canada, il n'exercera plus jamais sa profession. En 2005, il quitte son emploi du moment. Il était conducteur de chariot élévateur dans un entrepôt et commence à travailler en tant que livreur de journaux et caissier chez Walmart. On notera que cet homme, pourtant diplômé, enchaînait les petits boulots sans lien avec ses compétences et semblait même avoir bien du mal à en garder un. C'est souvent le cas chez les individus en proie avec des problèmes au niveau psychiatrique ou psychologique. En effet, Vince Lee a toujours eu énormément de mal à socialiser avec les gens en raison de sa grande difficulté à entretenir des conversations ordinaires. Il disait toujours des choses à côté de la plaque qui n'apportaient rien à la discussion, qui le faisait passer pour quelqu'un de bizarre et qui mettait les gens mal à l'aise. Il a été hospitalisé en 2005 après que la police l'ait récupéré errant sur l'autoroute. Il aurait déclaré qu'il était en train de suivre le soleil sur ordre de Dieu. Ce qui s'est passé lors de cette première hospitalisation n'est pas bien clair. Certaines sources affirment qu'il a été diagnostiqué schizophrène, tandis que d'autres maintiennent qu'il n'y avait aucune trace de maladie mentale sur son dossier médical. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais pris de médicaments ni n'a été suivi psychologiquement. Vous avez compris qu'il avait commencé à entendre des voix. Dieu s'adressait directement à lui, lui commandant d'effectuer certaines actions et le mettant en garde contre des forces maléfiques de type extraterrestre qui lui voulaient du mal.
Malgré tous ces signaux d'alerte, il obtient la nationalité canadienne en 2006 et la même année, il quitte sa femme avec qui il se disputait énormément. Elle reste à Winnipeg tandis que lui s'installe dans la ville d'Edmonton. Le 28 juillet 2008, Vincent Lee se rend à la station de car d'Edmonton avec quelques bagages et son ordinateur portable. Dans son sac à dos, il a mis un grand couteau de chasse dont il a fait l'acquisition récemment suite à ce que Dieu lui ait expliqué qu'il fallait qu'il se protège car des aliens allaient essayer de le tuer. Il embarque vers midi ce jour-là à bord d'un car Greyhound en direction de Winnipeg, toujours sur ordre de Dieu, mais qui ne lui dira pas exactement pourquoi il veut qu'il aille là-bas. Certaines sources parlent d'un entretien d'embauche. De la même manière, sans savoir pourquoi, Lee ne va pas aller jusqu'à Winnipeg. Il va descendre du car vers 18h dans la petite ville d'Erickson. C'est en pleine campagne, à 250 km avant sa destination finale. Là-bas, des témoins rapporteront qu'il a passé la nuit sur un banc, fixant les étoiles dans le ciel et ne dormant pas. Le lendemain, il a vendu son ordinateur portable tout neuf à un enfant pour $60. Puis, il a repris la route pour Winnipeg en montant dans le car suivant. Et ce car, c'était le Greyhound 1170, celui à bord duquel se trouvait Timothy McLean. Lorsqu'il est arrêté par la police à 3h30 du matin le 31 juillet 2008, Vincent Lee doit être hospitalisé car il s'est lui-même blessé assez gravement durant l'attaque. Ses premiers mots, lorsqu'on lui signifiera qu'il est inculpé pour meurtre, seront « Please kill me », s'il vous plaît, tuez-moi. Une semaine après le drame, Vincent Lee est examiné par des spécialistes dans un centre psychiatrique de Winnipeg. Les experts indiqueront que Lee souffre de schizophrénie et qu'il ne suit pas de traitement adapté. L'auteur du crime va réitérer ses propos mystiques, expliquant qu'il est le fils maléfique d'un dieu maléfique qui l'a choisi pour tuer Tim McLean. Il explique que la voix de Dieu lui a dit que s'il ne tuait pas Tim McLean, c'est lui qui serait tué. Il explique l'acharnement dont il a fait preuve sur le corps de la victime par l'idée selon laquelle une force démoniaque de type extraterrestre pouvait en ressurgir à tout moment et qu'il fallait l'anéantir. Vince Lee dit qu'il pense mériter la peine de mort, d'ailleurs il la réclame, c'est pour ça que ses premiers mots ont été « Please kill me ». Il ne semble pas savoir qu'elle n'existe pas au Canada. Un psychiatre ayant rencontré Vincent Lee expliquera que la mort de Tim McLean était inévitable et inexplicable, un petit peu comme si le jeune homme s'était fait frapper par la foudre. Qu'il s'est juste trouvé au mauvais endroit au mauvais moment et que personne ne pouvait prévoir que l'auteur allait passer à l'acte de cette manière et sur une victime choisie au hasard. La famille de Tim ainsi que des passagers survivants du car Greyhound 1170 décident en septembre 2008 de porter plainte contre l'entreprise Greyhound parce qu'ils estiment que les mesures de sécurité n'étaient pas assez strictes puisqu'un individu armé avait pu monter à bord. Ils vont également poursuivre la RCMP, c'est la police canadienne, afin d'avoir des explications quant à leur décision de laisser libre cours à Lee de profaner le corps de sa victime pendant des heures à bord du car, plutôt que de le neutraliser. Une fois évalué psychologiquement par des experts, Vincent Lee va être auditionné à huis clos afin de déterminer s'il est apte à être jugé devant un tribunal ou s'il n'est pas responsable de ses actes en raison de son état psychologique. Cette question est centrale et préoccupe énormément l'opinion publique au Canada et même ailleurs, parce qu'on a tout de suite senti que la question de la responsabilité allait être mise sur la table en raison de l'extrême cruauté des actes. En effet, c'est souvent difficile de s'imaginer que quelqu'un de sain d'esprit puisse se livrer à de telles horreurs. L'opinion publique sent qu'il y a de fortes chances pour qu'il soit déclaré irresponsable, et la presse et le public sont en grande majorité outrés par cette possibilité. Et effectivement, le 5 mars 2009, Vincent Lee va être reconnu irresponsable de ses actes et envoyé dans l'hôpital psychiatrique de Selkirk dans le Manitoba, dans lequel il sera traité pour sa schizophrénie. Une fois par an, son état mental va être évalué. Et s'il est considéré guéri, il pourrait être remis en liberté dès l'année suivante, sans même avoir de traces des événements sur son casier judiciaire. La famille de Tim, ainsi que les passagers survivants traumatisés, ne pourront jamais témoigner et ne seront jamais consultés dans cette décision.
À partir du moment où Vince Lee est jugé non responsable de ses actes et envoyé en hôpital psychiatrique, les événements le concernant vont s'enchaîner jusqu'à une issue que beaucoup vont trouver révoltante. Je vous fais un résumé. En 2011, il est rapporté que Vincent Lee répond bien à son traitement et son médecin réclame pour lui plus de liberté. En 2012, on lui autorise pour la première fois des sorties en ville sous la supervision d'une infirmière et d'un policier. Cette année-là, il va s'exprimer publiquement pour la première fois, réitérant ses remords et sa culpabilité. Il dit qu'il n'oubliera jamais le car Greyhound. Il explique également qu'il pense qu'il ne sera plus jamais heureux parce que la famille de Tim ne pourra jamais le pardonner et que c'est la condition pour son bonheur. Il adresse d'ailleurs des excuses à la mère de Tim. Je voudrais dire à la mère de Tim McLean que je suis désolée d'avoir tué son fils, que je suis désolée pour la peine que j'ai causée et que j'aimerais être capable de réduire cette peine. En 2013, Vincent Lee commence à avoir l'autorisation de sortir de l'hôpital des journées entières sous surveillance dans des villes alentours ainsi que des plages. En 2016, Vincent Lee change officiellement de nom pour Will Lee Baker et commence à vivre seul de manière autonome, mais toujours sous surveillance de l'hôpital. Et en février 2017, Vincent Lee regagne une liberté totale. Il n'a aucune obligation légale, ni de suivi psychologique, ni de prise de traitement. Il peut vivre absolument où il veut, de la manière qu'il veut, sans rendre compte à personne. Il est aussi libre que vous et moi, si vous voulez. Chris Somerville, un spécialiste de la schizophrénie, a déclaré que dans le cas de Vincent Lee, les risques de récidive sont seulement de 7%, contre 47% dans le cas de détenus libérés de centres pénitentiaires classiques. Et qu'il n'y aurait donc, selon lui, aucune raison de s'inquiéter. Les parents de Tim ne se sont évidemment jamais relevés de cette effroyable épreuve, rendue encore plus insurmontable par la non-responsabilité de l'auteur, l'absence de procès et la libération de celui-ci. Le père de Tim s'est fait tatouer le visage de son fils sur le cœur. Le 27 février 2015, un des policiers étant intervenu sur la scène de crime va mettre fin à ses jours. Il souffrait en effet de stress post-traumatique sévère, à l'instar de beaucoup de ses collègues ainsi que des passagers du car Greyhound 1170. Ils sont en effet nombreux à n'avoir jamais pu retrouver leur vie d'avant, souffrant aujourd'hui de paranoïa, de cauchemars et trouvant extrêmement difficile la présence d'inconnus autour d'eux. Chris Alguire, le routier hyper courageux qui est monté dans le car afin d'essayer de sauver Tim, souffre lui d'épisodes de rage et d'alcoolisme depuis qu'il a été confronté aux images traumatisantes de Lee s'acharnant sur le corps de Tim McLean. La petite amie de Tim était enceinte au moment de la disparition brutale de celui-ci. Elle donnera naissance à leur fils le 21 décembre 2008, 5 mois après la mort de Timothy. La question de la garde du fils de Tim va poser problème parce que sa mère va en vouloir à Carol, la maman de Tim et donc la grand-mère du petit, de lui avoir tout raconté concernant ce qui était arrivé à son père. À cause de ça, une bataille judiciaire entre les deux femmes concernant la garde de l'enfant s'est engagée. Carol, la mère de Tim, a obtenu la garde du petit en 2016. Vincent Lee, lui, qui a massacré un jeune homme innocent sans raison et a brisé la vie de dizaines de témoins, s'appelle donc aujourd'hui Will Baker et s'est réinstallé à Winnipeg où il vit librement. Il aura passé en tout et pour tout 6 ans en hôpital psychiatrique et on ne sait pas s'il suit un traitement aujourd'hui. Voilà, j'ai fini de vous raconter l'histoire de la mort atroce de Timothy McLean. C'était une affaire absolument révoltante, tant au niveau des actes commis qu'au niveau de la peine, enfin si on peut appeler ça une peine. Bon, on va pas en parler 1000 ans parce que je doute qu'on soit très nombreux à être en désaccord sur le fait que c'est quand même pas cher payé pour avoir fait ce genre de choses. Même si, en effet, une condition psychiatrique doit être prise en compte dans un jugement. Mais enfin, de là à estimer qu'il a même pas à être jugé et que 6 ans c'est suffisant et que maintenant il est même pas du tout surveillé, enfin, j'avais du mal à y croire. Quand je lisais ça, j'avais du mal à y croire.
Pour ceux que ça intéresse, je vous mets mon lien Tipeee. Et je vous rappelle également que vous avez la possibilité de souscrire à la chaîne pour 99 centimes par mois. C'est pas grand chose, mais moi ça m'aide. Si vous êtes nombreux à le faire, je vais devenir super riche. Donc si vous avez envie que je sois riche, souscrivez à la chaîne. Non, sans déconner, il s'agit juste de me montrer votre soutien, de me montrer que vous estimez que mon travail mérite un minimum de rémunération. Ouais, c'est très bien comme ça. Merci d'être resté jusque-là et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!